Bonjour, bienvenue dans les studios de Mediapart pour parler de l'avenir de la Catalogne. À l'heure où l'on enregistre cette émission, le 26 septembre en fin d'après-midi, on ne sait toujours pas si les Catalans pourront aller voter ce dimanche 1er octobre pour dire s'ils souhaitent ou pas quitter l'Espagne. Quoi qu'il en soit, la consultation du 1er octobre ne réglera sans doute rien sur le fond, tant les positions semblent divergentes entre Barcelone et Madrid et l'impasse quasiment totale. Pour essayer de comprendre les enjeux des jours à venir qui s'annoncent très tendus en Catalogne, nous avons invité Martí Anglada. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien journaliste passé par La Vanguardia, le grand quotidien catalan, et également la télévision publique catalane. Et maintenant, vous êtes le délégué du gouvernement de Catalogne en France. Et à ce titre, vous êtes l'une des voix officielles de l'indépendantisme catalan. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, pour vous interroger, Irène Casado, qui revient de Barcelone pour Mediapart, où elle a réalisé des reportages vidéo. Alors, je voudrais qu'on commence. On a l'impression, vu depuis Paris, là où on se parle en ce moment, que l'hypothèse la plus probable pour dimanche, c'est que vous n'arriverez pas vraiment à organiser un vrai référendum avec des garanties suffisantes et que d'une manière ou d'une autre, ce serait plutôt une forme de consultation, d'un vote de témoignage. C'est beaucoup ce qu'on entend. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Nous avons déjà fait un vote de témoignage. On l'a fait le 9 novembre 2014. Oui. On a fait une consultation populaire, pas contraignante, et tout le monde a pu participer. Il y a eu 2 300 000 personnes qui sont allées à participer dans cette consultation. Cette fois-ci, c'est différent, parce qu'il y a un compromis du gouvernement catalan d'appliquer les résultats. Ça ne se passait pas en 2014. Alors, un témoignage, c'est quelque chose de moins important. Ici, c'est le résultat va être appliqué. Ça veut dire que la participation, ça va changer. Ça va changer. Et le journal El País, qui n'est pas un journal indépendantiste, tout le contraire, ouais. Tout le contraire, fortement contraire, dimanche dernier a fait un sondage, qu'il y avait plusieurs choses, mais il disait 82% des Catalans veulent aller voter. 82. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendantistes, hein. Ça veut dire qu'ils réclament le droit. Non, l'indépendantisme est inséré dans les sondages. Les dernières semaines, gagner les non. Les non gagnaient sur les oui. Non, c'est 82%, il y a... Mais c'est 82%. Ouais. Ça, c'est une majorité majuscule. Une majorité majuscule qui va aller voter. Si dimanche prochain, il y a de la Guardia Civile, on met la peur aux citoyens, ça peut descendre un peu. Mais il y a toujours, ça veut dire que s'il y a 60% de la population, 65%, s'il y a plus de 50% de la population qui sort de la maison, n'importe s'il y a 15 000 policiers au port de Barcelone dans des bateaux, ils ont porté des croisières avec des policiers, Guardia Civile, si ça se passe, c'est quelque chose plus qu'un témoignage. Il y aura un résultat et ça sera appliqué. Si on a plus de 50% de gens qui se déplacent, non, ça il n'y a pas un seuil. C'est moi que ça, c'est une opinion personnelle. Oui. Il n'y a pas un seuil parce que la loi espagnole empêche, si on fait un référendum, on ne peut pas placer un seuil. En plus, il y a la commission de Venise qui dit qu'il ne faut pas établir un seuil parce que ça, c'est une invitation à l'opposition à bloquer. Alors, il n'y a pas un seuil. Mais je vous dis, si le pays dit qu'il y a 82% qui veulent aller voter, alors, mon opinion, c'est qu'on va passer sur les seuils de 50 et de plus de 50. Mais est-ce que ce vote sera possible? Parce que techniquement, les gens qui doivent tenir les bureaux de vote n'ont toujours pas reçu des convocations. Il y a beaucoup de Catalans qui ne savent pas toujours où est-ce qu'il faut aller voter. Madrid a bloqué encore une fois les sites internet pour consulter les endroits où est-ce qu'on peut voter. Donc ça a l'air vraiment d'avoir mal parti, cette référendum. Et on est en train de, on peut accepter que le gouvernement espagnol est en train d'utiliser contre la célébration du référendum toutes ses armes. Judiciaires, policiers, propaganda, tout ce qu'ils ont à la main. Alors c'est vrai que ça peut avoir un effet sur la logistique. Il a déjà, on a pris 10 millions de bulletins de vote. On n'a pas trouvé les caisses de votation, les urnes. On ne les a pas trouvées. Ça, c'était donc la semaine dernière. Pas trouvé, il faut le dire. Pas trouvé.
Nous avons 6 000 et on n'a pas trouvé. Alors, mais si on prend 10 millions de bulletins de vote, on aura 10 millions autres. Dimanche dernier, à Barcelone, on a distribué plus d'1 million de bulletins de vote. Des étudiants au centre de Barcelone. Si on prend 10 millions, on aura 10 millions de plus. La notification que vous disiez, les notifications. Aujourd'hui, ce matin, il y a une réunion du gouvernement catalan et les journalistes ont posé cette question. On dit, écoutez, qui est en train de recevoir? Il y a des personnes qui ont reçu déjà des notifications pour être dans les collèges électoraux. Mais pas tous. Pas tous, une partie. Ils sont en train de les recevoir maintenant. Ils sont en train. Mais le gouvernement a dénié, a dit, on ne va pas vous informer de quelle est la proportion qui a déjà reçue. Parce que nous sommes dans un état d'exception, et si j'ai dit ça, on va me prendre à la sortie la Guardia Civile. Il faut s'imaginer les scénarios. Alors sur la Guardia Civile, justement, il faut un peu expliquer ça aux... La Guardia Civile, c'est la gendarmerie. Donc c'est plutôt la force paramilitaire nationale de toute l'Espagne. Voilà. Il y a 3-4 mois, il y en avait 400 en Catalogne. Pour gérer les frontières, sont gérés de la Guardia Civile, l'aéroport et les ports. Et maintenant, nous sommes maintenant dans le chiffre, nous sommes vers les 13 000, entre Guardia Civile surtout et Policier national. Alors, ça c'est une constante arrivée des nouveaux policiers, des forces qui viennent des autres parties de l'Espagne. Il faut dire que ce dernier week-end, à Saragossa, qui était à 350 km de Barcelone, il y a eu un grave problème. Podemos a fait une assemblée, Podemos, le dimanche, c'était tous les élus de Podemos. Alors il y a eu des nazistes, des phalangistes, comme en Espagne, c'est-à-dire les franquistes, ils ont entouré l'endroit où ils étaient réunis. Ils n'ont pas pu sortir pendant 5 heures. Et ils n'avaient pas suffisant policiers national à Saragossa pour protéger Podemos parce qu'ils étaient partis pour Barcelone. Ça, c'est la situation. Mais justement, dans ce contexte, que pensez-vous de la décision du ministre de l'Intérieur de placer la police catalane, donc les Mossos d'Esquadra, sous la tutelle de la Guardia Civile? Je pense que c'est clair, et ça s'est fait hors la loi. Nous avons maintenant une succession d'événements, les derniers 10 jours, que le gouvernement espagnol, qui accusait nous d'opérer hors la Constitution, ils sont en train d'opérer hors la Constitution et hors la loi. Hors la loi. Il y a établi par la loi, il y a un comité de coordination, toujours en Catalogne, des Mossos d'Esquadra, que est la police catalane, la Guardia Civile et la police nationale. Ça s'appelle Junta de Seguretat. Ils n'aiment pas ça. Ça, c'est dans la loi. Ça existe. Ça, c'est l'organisme compétent pour coordonner les actions. Mais on n'aime pas ça parce que ça est présidé par le président du gouvernement catalan. C'est paritaire, Catalogne-État, mais le président et le catalan. Alors, on a pris une autre voie et on a décidé que le procureur a décidé lui-même qu'il serait un représentant du ministère de l'Intérieur à gérer et à diriger les Mossos d'Esquadra. Ça est complètement hors la loi. On peut décider. Nous sommes dans la Turquie maintenant. Quand on pense à la Turquie, et Erdogan fait les lois, et on fait les lois après. On fait première les choses, et après on arrange que les lois peuvent faire une couverture. Bon, là-dessus, après, Madrid, je pense, répond que c'est plutôt, par exemple, la loi qui organise le référendum qui n'est pas constitutionnelle et conforme à la Constitution de 78, etc. La Catalogne a refusé, la Catalogne présente refuse d'obéir, refuse de prendre en considération les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une chose évidente. On refuse Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle est pour nous, et pas seulement pour nous, aussi pour une partie de la presse de Madrid, l'appelle la troisième chambre en Espagne. Ça veut dire, il y a le Congreso de los Diputados, que c'est comme l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, et il y a la Cour constitutionnelle avec les mêmes majorités. Donc ce que vous dites, c'est que cette cour, elle est tenue par le politique. Parti populaire, c'est une troisième par la chambre. droite de Mariano Rajoy. L'actuel président est un ancien député du Parti populaire. Le prédécesseur était un militant du Parti populaire qui a dû laisser d'être militant parce qu'on l'a dénoncé dans les journaux. Ces personnes militent dans les partis. Alors, ça c'est la Cour constitutionnelle en Espagne. Ouais. Nous, de notre côté, nous avons été très obéissants des judiciaires. On respecte les judiciaires,
C'est pour ça que se passe. Les judiciaires, on l'a respecté toujours. Alors il faut, nous ne sommes pas hors la loi. Nous ne sommes pas hors la loi. C'est la Cour constitutionnelle qui est hors Constitution. C'est différent. Alors on va revenir sur les différents scénarios possibles après le 1er octobre, mais avant je voudrais qu'on regarde juste quelques secondes d'une vidéo que tu as tournée, Irène, à Barcelone, justement le 20 septembre dernier. C'était juste après cette opération de la Guardia Civile pour essayer de prendre le matériel de vote et arrêter certains conseillers catalans. On regarde un peu à quoi ça ressemblait et on en parle juste après. Est-ce que vous pensez que ces genres d'images, où est-ce qu'on voit les gens, les Catalans dans la rue, vont se reproduire dans les prochains jours, ou même la journée du vote, les dimanches? Et vous avez vu que quand il y a eu des détentions, des arrestations, on a fait 14 arrestations des numéros 2, 3 des départements du gouvernement. On a fait tout ce qui était en charge de la préparation du référendum. Il y a eu, jusqu'à qu'ils ont été tous mis en liberté provisoire, mis en examen, mais en liberté provisoire, il y a eu des milliers de personnes devant les palais de justice. Tout le monde a vu ça. Et ça, si malheureusement il y a quelques autres arrestations des prochains jours, il y aura toujours la réaction citoyenne par milliers de personnes. Ça, c'est un fait. N'importe. Le problème, c'est que la dernière offensive de ces actions du gouvernement qui sont complètement hors la loi, on a fermé 140 sites web. Ça, c'est pire que la Chine et pire que la Turquie. Des sites de quoi Et tout, on a dit qu'il était avec rapport avec le référendum. Était site pour s'informer, site pour savoir où est-ce qu'il fallait aller voter. On a fermé plusieurs. On a fermé les sites pour savoir quelles étaient les conditions pour la constitution les sites de la campagne pour le oui, tout. On a fermé tout. Et malgré tout ça, vous pensez quand même que vous allez réussir à organiser un référendum? Chaque site qu'on ferme, on ouvre un autre. D'accord. Bon. Alors, si jamais, imaginons donc qu'il y ait ce référendum dimanche prochain, que des Catalans, plusieurs millions, parviennent à voter et dire ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de la Catalogne, qu'est-ce qui se passe le lundi 2 au matin? Quels sont les différents scénarios possibles? Si le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe? Si le oui l'emporte, et je répète, il y a une démonstration, si, comme on dit, les caisses de votation sont pleines de voix, sont pleines. Mais oui. S'il y a une forte... Alors, s'il y a une forte mobilisation. S'il y a une forte participation. Ouais. Ça, c'est une mobilisation, mais c'est une votation. Ouais. C'est les deux choses. Que les gens votent. Ouais. Alors, s'il y a une forte participation, que nous espérons que ça sera le cas s'il n'y a pas un impédiment militaire ou de ce genre, ou paramilitaire, s'il y a une forte participation, une fois ils seront publiés, les résultats définitifs, ça veut dire quelques jours après, pas les mêmes jours, mais le résultat définitif peut être 2, 3, 4 jours après, 48 heures après la publication. Il y aura, le Parlement catalan a dit, et la loi dit que le Parlement peut déclarer l'indépendance. Ça, c'est le Parlement à le faire. Pas nous, c'est le Parlement. Mais est prévu... Un Parlement régional où la majorité est indépendantiste. Oui, la majorité, c'est 72 sur 135, ça c'est majorité. Même si à Madrid, on répète souvent que ce n'est pas la majorité des voix qui est pour l'indépendance, c'est juste une majorité de sièges. Il faut faire une clarification ici. Non, vous n'êtes pas d'accord. Je peux répéter ce que... Oui. Si vous répétez mes songes, comme disait... Allez-y, alors clarifiez. Il y a eu 1 990 000, ça c'est presque 2 millions donc de voix. Aux élections régionales de 2015. Aux élections régionales du 27 septembre 2015, il y a eu 1990 000 voix pour le oui. 2 millions à peu près. 2 millions à peu près. Il y a eu 1660 pour le non. Bon. Il y a 3 partis pour le non. Parti populaire, le Parti socialiste et Ciudadanos. Le reste, qui était environ 300 000, 300, je pense que c'est 370. Qu'est-ce que c'est le reste? Ça était pour Podemos, Comuns et l'Ancien Démocratien. Ah oui, qui n'existent plus. Qui ne sont pas indépendantistes. Non, ce secteur a dit, avant, on l'a dit à plusieurs reprises, tout le monde a pu écouter. Il a dit, quand on fait les recomptes des voix,
il ne faut pas nous mettre dans les oui, pas dans les non. Nous ne voulons pas être comptés comme les oui ou comme les non. Ça a été ignoré par Madrid. On fait l'addition et on dit ça, c'est plus que... si on fait l'ensemble, il dit, vous avez moins de voix que ceux qui sont pour les non. Ce n'est pas vrai. Si ça aurait été un plébiscite réel, le oui aurait gagné. 55 à 45. Bon. N'importe quel mathématicien peut expliquer ça. Bon. Okay. Mais on voit bien que c'est quand même très serré pour prendre une décision aussi grave. 55-45, ça a été le résultat du plébiscite de 2015. Donc l'idée, c'est que, en gros, si le résultat est oui, donc il y a un vote du Parlement régional la semaine suivante qui Vous avez dit que c'est trop serré. Et attention, au Québec, 1995, il a gagné 50, le non a gagné par 50, et l'autre était 49,8. Et le non a gagné, et tout le monde a accepté. On gagne par une voix. On n'a jamais oublié ça. À moins qu'on fait un accord, comme on a fait au Monténégro, et on décide qu'il faut arriver à un seuil, ben ça, il faut l'accorder. Il faut l'accorder. Ce qui n'est pas le cas là. Ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas d'accord, c'est la moitié plus un. Oui, mais même justement sur la suite au 1er octobre, donc 2 octobre, vous semblez très divisé au sein de la Junts Party. C'est la plateforme qui dirige la Catalogne et qui regroupe des partis de gauche et de droite pour l'indépendance. On a l'impression vraiment que vous êtes débordé pour la question de ça va être laquelle la suite à cette 1er octobre. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des divisions chez vous? Il y avait des divisions, oui. Il y a, ça coûtait plusieurs mois. On a approuvé une loi. Vous savez que le même jour, qui était le 6-7 septembre, que le Parlement a approuvé la loi de convocation du référendum, a approuvé une autre loi qui s'appelle des transitions. Cette loi est la loi qui fait le pont jusqu'à l'approbation d'une constitution. Tout est prévu là. Ce qui est en vigueur, la plupart de la législation espagnole continue en vigueur, mais ce qui n'est pas tout ça est dans une loi qui n'est pas en vigueur. Elle a été approuvée, mais avec un moratoria d'entrée en vigueur. Elle seulement entrera en vigueur s'il gagne le oui. Oui, mais même aujourd'hui, la presse... Cette loi a été très difficile à négocier parce qu'il y a... C'est très difficile, dans les chambres indépendantistes, il y a le centre-droit et il y a l'extrême gauche de la coupe. Alors, ça a coûté des mois d'arriver à être... Ça déjà existe. Cette loi existe. Oui, mais même aujourd'hui, dans la presse espagnole, on peut lire qu'il y a des membres de la coupe qui est vraiment pour l'indépendance, qui voudraient instaurer une indépendance unilatérale tout de suite après le 1er octobre. Ce n'est pas la même position que, par exemple, Esquerra Republicana de Catalogne, qui n'est pas pour instaurer une indépendance unilatérale tout de suite après le 1er octobre. Donc, la suite de ce 1er octobre, ce n'est pas la même pour tous dans cette plateforme qui dirige aujourd'hui la Catalogne. Je répète, il y a une loi. Il y a toujours des secteurs qui ne sont pas contents avec cette loi. Il y a des secteurs dans la coupe qui voudraient quelque chose de plus drastique, de plus rapide. Il y a des secteurs dans le centre-droit qui voudraient que cette loi n'aurait été pas approuvée. Pas du tout. Mais il y a eu un compromis politique, ça c'est la démocratie, et ils ont approuvé cette loi. Alors, c'est comme retourner au passé. Tout le monde n'est pas content avec cette loi, mais la loi existe. Et la loi dit clairement que 48 heures après, alors on verra qu'est-ce qu'il passe, mais la loi existe. Peut-être une dernière question pour terminer notre échange. Il y a plusieurs partis en Espagne qui plaident pour le retour à des négociations politiques, à une solution politique. Je rappelle quand même que tout ça est en partie lié à la décision de 2010 du tribunal constitutionnel qui a rejeté les statuts, qui était un statut avec davantage d'autonomie qui avait été accordé à la Catalogne. Et donc, ce n'était pas l'indépendance, et ça semblait satisfaire tout le monde. Mais le Parti populaire s'est opposé en sollicitant le tribunal, etc., etc. Et ça a braqué une partie des Catalans, et ça a relancé l'indépendance. Aujourd'hui, on entend les socialistes du PSOE, Podemos, qui relancent, qui plaident pour une solution politique et se remettre autour de la table.
Vu l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît possible comme scénario? Qu'est-ce que vous dites de votre côté? Vous avez mentionné Podemos, il y a une grosse différence entre Podemos et les socialistes. Mais sur le fond... Je vous dis quoi? Non, le fond, non. Oui. Podemos dit qu'il faut ouvrir un dialogue politique pour aboutir à un référendum des Catalans. Ouais. Les socialistes disent qu'il faut ouvrir un dialogue politique pour aboutir à une réforme de la Constitution, mais pas de référendum pour les Catalans. Alors ça, c'est marqué une ligne. La question, c'est rouvrir des négociations politiques pour repenser un statut d'autonomie politique dans l'Espagne. Est-ce que ça vous paraît encore possible? Le gouvernement catalan, que je dois parler, ce que le gouvernement catalan pense, c'est qu'il a déjà offert, vous savez qu'il y a une semaine, une lettre qui a été publiée à le Financial Times, a été signée par le président catalan, la présidente du Parlement, et par la maire de Barcelone, Ada Colau. Ils ont signé cette lettre, et il y avait le vice-président d'Esquerra Republicana. Tout le monde était là, ça veut dire qu'il y était le monde de l'indépendance et le monde qu'on compte contre. Il ne faut jamais oublier ça. C'est très sensible. C'était là dans la lettre, Madame Colau. Ça y est une majorité, ça. Qui n'a pas dit qu'elle était Cette lettre était 60 quelque chose % de la société catalane. C'était 2 tiers. 2 tiers. Donc pour vous, la piste... Et cette lettre disait, nous sommes toujours prêts, jusqu'aux dernières minutes avant le 1er octobre, nous sommes toujours prêts à ouvrir une négociation sur tous les éléments d'un référendum accordé comme en Écosse. Ouais. On peut remettre le calendrier, on peut dire on va faire le référendum à la fin 2018, au commencement 2019, mais on va faire un référendum. On peut discuter la question, on peut dire le census on peut accorder qui doit voter, les seuils, on peut dire qu'il faut arriver à cette seuil de participation. Tout est ouvert à la négociation, mais il faut faire un référendum. La vraie différence maintenant, c'est la même qu'il y a entre Podemos et les partis socialistes. On ou on pas, les Catalans, le droit à être un sujet politique, et s'ils sont un sujet politique, ils peuvent décider son futur, son avenir. Ça, c'est la question fondamentale. Et s'il y a une négociation, il faut toucher ça. Sinon, ce sera une fausse négociation. Et nous portons 40 ans déjà. On a eu tout, vous venez de l'expliquer, les statuts de 2006, la constitutionnelle qui tombe. On a déjà essayé tout. Maintenant, il faut accepter que l'Espagne est plus qu'une nation et qu'il y a un sujet politique que la Catalogne qui peut décider son avenir. Si c'est d'ici 2 ans, on peut en parler. Mais il faut accepter ces principes. Sinon, Podemos avec nous. C'est la seule reformation qui pense le même. Le PSOE est divisé avec ça. Officiellement et contre. Mais tout le monde sait que dans les partis socialistes, il y a eu le même. M. Rubalcaba défendait un référendum accordé. Donc ça, c'était du temps de Zapatero. C'était quelque chose. Quand les choses ont été plus tendues, les partis socialistes il s'est approché de M. Rajoy. Mais les partis socialistes, à des exemples, les partis socialistes, ce n'est pas les mêmes à Asturias ou à Madrid qu'en Andalousie. Ce n'est pas les mêmes partis. Il y a plus aussi, ils sont plus contre cette formule de référendum. Mais il y a plusieurs âmes. C'est très complexe la situation en Espagne. Et c'est complexe de plusieurs années de mobilité. C'est pour ça que nous sommes arrivés dans le point que nous sommes sur RAF. Ce n'est pas quelque chose qui a tombé comme ça. La plupart des indépendantistes maintenant en Catalogne, ils n'étaient pas indépendantistes il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans. C'est quelque chose qui a tombé et maintenant on ne voit pas une négociation serait pour ouvrir une voie alternative. Mais ça va respecter toujours que la Catalogne est un sujet politique. Mais nous sommes prêts. Le gouvernement est prêt jusqu'aux dernières minutes. Merci Martí Anglada pour vos explications et pour nous avoir donné votre position sur ce conflit en cours en Catalogne. Évidemment, on va suivre ça de très près sur Mediapart avec des reportages à Barcelone et en Catalogne. Merci Irène Casado et à bientôt sur Mediapart.